l'offre qui s'est beaucoup étoffée. Il y a 7-8 ans, lorsqu'on voulait mettre une première brique de durabilité, les clients, vraiment, on était très embarrassés. Là, aujourd'hui, quand même, il y a vraiment beaucoup plus le choix. Je pense qu'avec un contrat d'assurance vie, on peut vraiment tout faire et atteindre un grand nombre d'objectifs. Le 1% pour la planète, pour objectif de rassembler des entreprises, des entrepreneurs qui vont accepter de consacrer 1% de leur chiffre d'affaires à du mécénat environnemental. Il faut savoir que le mécénat en faveur de l'environnement, c'est le parent pauvre de la philanthropie. Les associations, il y en a vraiment pour tous les goûts. Protection de la forêt, la protection des océans, la biodiversité, le climat. Lorsqu'on choisit un fonds d'investissement en tant qu'épargnant, on va avoir une performance qui ne va pas être minorée. En revanche, c'est la société de gestion qui choisit de moins gagner. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Patrimoine, le podcast de la gestion de patrimoine accessible à tous. On y reçoit des experts pour avoir les idées claires, on évite le jargon et surtout on vous donne des clés de compréhension pour la gestion de votre patrimoine et de vos placements financiers. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Pascale Bossan. Bonjour Pascale. Bonjour. Donc, Pascale, tu es dirigeante et fondatrice de Bossan Conseil. Avec toi, on va parler d'épargne patrimoniale et engagée. Donc, sur les termes patrimonial, on va voir qu'on travaille sur du temps long. Et engagé, ben là, tu es avec nous pour parler de tes engagements et la manière dont tu les déclines au quotidien dans l'exercice de ton métier, le conseiller en gestion de patrimoine. Le podcast est préparé par Tout sur mes finances, TSMF Agence, et je suis Mathieu Berthaud, dirigeant et cofondateur de mon partenaire patrimoine. Et on est parti pour un nouvel épisode avec toi, Pascale. Tu es aussi connu sur le marché de par tes engagements. Que tu portes et que tu portes depuis presque 10 ans. Voilà, depuis assez longtemps. Et je dirais même avant que ce soit un peu la mode sur certaines thématiques, notamment sur l'investissement durable. Alors la mode, il y a une question de timing de marché, évidemment, mais il y a une question de conviction. Et là, pour le coup, tu as été identifié très tôt par tes pairs, les CGP, par tes clients. Comment tu conjugues ça au quotidien entre tes convictions, la manière dont tu les déploies dans ton cabinet, auprès de tes clients? Je ne vais pas dire c'est quoi la journée type pour Pascale, mais comment tu le traduis dans ton quotidien? Alors, c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, tu vois, j'étais en train de passer le cap de la quarantaine et voilà, je pense que ça a été une nécessité pour moi un peu de me remettre en question et de me dire finalement c'est quoi mon chemin, de quoi j'ai envie pour la suite. Et j'ai eu envie, j'ai ressenti le besoin de m'engager, de transformer mon cabinet. Et d'ailleurs, je suis convaincue que ce n'est pas parce qu'on est une petite entreprise que ce qu'on fait ne compte pas. Au contraire, on a la chance de jamais être accusé de greenwashing quand on est petit. On a cette agilité et cette possibilité de s'engager et de pouvoir essayer de le prouver au quotidien. De manière générale, moi, je suis très attachée au parallèle qu'on peut avoir entre finalement les solutions d'investissement qu'on va pouvoir proposer à nos clients et aussi l'engagement concret, l'engagement réel qu'on va pouvoir avoir dans notre cabinet, donc dans notre petite entreprise. Et donc, c'est vrai que je fais attention, enfin, tout me passionne, tout m'intéresse. On aura l'occasion, je crois, d'en discuter un petit peu tout à l'heure avec finalement les petites choses qu'on peut mettre en place. Encore une fois, je suis convaincue que c'est pas parce que ce sont des petites choses qu'il faut pas les mettre en place et qu'elles ne comptent pas. Et donc, je crois qu'il ne se passe peut-être pas un seul jour sans que je me pose la question, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Tiens, est-ce que ça, c'est pas une bonne idée? Je pense que c'est certainement ma nature d'être curieuse et de m'intéresser à ce qui se fait. Tu vois, par exemple, je suis passionnée de Made in France. Et donc, dans nos fournisseurs, mais vraiment pour des petites choses. Mais finalement, voilà, est-ce qu'on peut privilégier le Made in France dans nos fournitures pour des petites choses, etc. Donc, oui, je pense que ça se traduit de manière très concrète au quotidien. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Ouais, c'est ce que tu fais vivre dans ton cabinet. Et tu disais aussi dans les placements que tu proposes à tes clients, c'est une dimension qui est forte et qui n'est pas forcément facile. Alors même si l'offre s'est étoffée, ça reste quand même un critère de sélection qui réduit un peu les possibilités, mais malgré tout, et on le voit, même si l'offre, encore une fois, s'est étendue, il y a une exigence qui est assez forte pour arriver à la fois à répondre aux besoins du client, à son profil investisseur,
tout en répondant à toi ce que tu penses être des engagements sur la partie investissement durable. Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein. Parce que le verre à moitié vide, dans les sujets de durabilité, évidemment, elle est importante, cette partie-là. Le verre à moitié plein, tu le disais à l'instant, c'est finalement l'offre qui s'est beaucoup étoffée. Il y a 7-8 ans, lorsqu'on voulait mettre une première brique de durabilité, de placement réellement responsable dans les propositions vis-à-vis de nos clients, vraiment, on était très embarrassés. C'était soit réservé aux grandes fortunes, soit vraiment très spécifique. Là, aujourd'hui, quand même, il y a vraiment beaucoup plus le choix. Je te prends l'exemple du fonds en euros Objectif Climat, qui est le premier fonds en euros qui est proposé par la compagnie d'assurance Spirica. Voilà, il existe depuis un peu plus d'un an. C'est un petit fonds en euros, mais qui est en train de se déployer. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Et des exemples comme ça, il y en a d'autres dans différents investissements. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'on peut commencer ? Comment est-ce qu'on peut, brique après brique, construire une allocation d'actifs durables ? Effectivement, si on veut des allocations, des investissements 100% durables aujourd'hui, c'est difficile. On va avoir du mal à être suffisamment diversifié. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le chemin, c'est-à-dire commencer à construire. Commencer par une classe d'actifs. Exactement. Et là, aujourd'hui, on peut quand même se dire que ce soit pour des placements garantis, des placements prudents ou des placements dynamiques, on a vraiment des possibilités, ou des placements thématiques, on a vraiment des solutions d'investissement qui existent et qui sont accessibles pour le grand public avec des minimums d'investissement extrêmement modérés. Oui, c'est vrai ce que tu disais par rapport au fait qu'au départ, c'était limité en termes d'offres. C'était en plus limité souvent à des fonds très dynamiques, des fonds actions. Donc effectivement, si tu dis, moi je suis très engagé pour l'investissement durable, mais j'ai un profil très prudent, voire sécuritaire, à l'époque, il n'y avait pas d'offre en face. Alors effectivement, avec un fonds en euros qui répond aux plus hautes exigences européennes en la matière, alors, entre guillemets, ça n'arrive que maintenant, mais ça arrive et ça va peut-être inciter d'autres acteurs à aller sur cette partie-là et pouvoir le proposer dans leurs offres. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un peu l'approche pas à pas qui permet aussi de tester et de se dire ok, finalement ça a bien fonctionné sur telle classe d'actifs, on peut le déployer sur d'autres. On pense à l'immobilier aussi au sein de l'assurance vie par exemple. Effectivement, le fait de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, c'est déjà un état d'esprit qui permet de se dire on va construire quelque chose. On parlait un peu de durabilité, d'approche de long terme finalement. Ça rejoint aussi la gestion de patrimoine qui travaille sur un temps long. Tous les projets patrimoniaux, que ce soit préparer sa retraite, organiser sa transmission, préparer des projets d'acquisition immobilier sur plusieurs années. Naturellement, ça valorise cette approche de long terme qui rejoint la dimension d'investissement durable, parce qu'on n'est pas dans une vision court-termiste. Est-ce que pour toi, c'est sous cet angle-là, par exemple, qu'on peut arriver à mieux intégrer en gestion de patrimoine la durabilité, l'investissement socialement responsable ? Est-ce que c'est un angle qu'on a intérêt à travailler ? Est-ce que toi, tu as des bonnes pratiques par rapport à ça que tu partagerais avec nos auditeurs ? De manière générale, je pense qu'un client qui vient nous voir avec une démarche court terme, je ne suis pas sûre qu'il frappe à la bonne porte, en fait. D'accord. Le conseiller en gestion de patrimoine, pour moi, se positionne forcément dans une démarche moyen-long terme et certainement même long terme. Donc, ça me semble presque un postulat, tu vois. Et nous, ça nous arrive très souvent de réorienter finalement des clients qui viennent nous voir pour du très court terme vers leur banque, parce que nous, c'est pas forcément notre feuille de route d'être là pour du court terme. On est là pour accompagner l'investissement de l'épargne dans la durée et pour accompagner les clients non seulement dans la gestion de leur épargne, mais aussi dans leurs projets patrimoniaux, dans la construction de leur patrimoine au sens large. D'accord. Donc effectivement, toi, tu n'hésites pas à dire
Vous pouvez être mieux équipé ailleurs, chez votre banquier, en ligne, si vous cherchez, par exemple, une solution d'épargne à très court terme. Exactement. Voilà, oui. Exactement. Alors, effectivement, ça peut être une demande au sein d'autres. Effectivement, tu peux aussi avoir d'autres projets sur le même client. Mais toi, tu n'hésites pas à dire non, ça, on ne sait pas faire, ou d'autres savent mieux faire que nous. Oui, c'est ça. Effectivement, quand tu évoquais tout à l'heure, même... l'humilité de notre métier aussi, c'est aussi savoir dire soit je sais pas, soit je sais pas faire, soit d'autres savent faire mieux que moi, effectivement. Et dans les solutions que tu proposes aujourd'hui et depuis que tu exerces ce métier, quelles sont celles que tu privilégies, que tu trouves le plus efficaces sur une démarche de long terme, celles qui résistent peut-être le mieux ou qui évoluent le mieux avec leur temps, parce qu'on traverse quand même énormément, on est sur un métier de temps long, donc on traverse des crises, on traverse des usages. C'est quoi les solutions que tu privilégies? Est-ce que tu les associes? Est-ce que tu as de nouvelles solutions financières que tu vois émerger et qui peuvent être intéressantes? En premier, c'est forcément l'assurance vie. L'assurance vie placement qui reste l'enveloppe d'épargne préférée des Français. C'est pas pour rien. On parle souvent, tu sais, de couteau suisse pour cet investissement. Je pense qu'avec un contrat d'assurance vie, on peut vraiment tout faire et atteindre tous les objectifs, finalement, en tout cas un grand nombre d'objectifs, grâce à cet outil, que ce soit la préparation de sa retraite, que ce soit faire fructifier un capital, que ce soit préparer sa transmission. Enfin, ça coche vraiment beaucoup de cases avec un niveau de risque qui peut être variable, qu'on peut adapter dans le temps. L'accès fonds euros, donc fonds garantis, accès à différents types de solutions. Il y a vraiment de quoi faire avec l'assurance vie. Donc évidemment, il convient d'être vigilant dans la sélection des investissements, des contrats et des compagnies, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas transférer un contrat d'une compagnie à une autre. Ouais. Donc, d'où l'importance au départ certainement de diversifier, en fonction des montants à investir, bien sûr, mais la diversification et finalement le fait de combiner plusieurs contrats, ça me semble une solution simple et efficace. Ouais. Le fait, par exemple, de se dire tel projet, je vais loger des capitaux dans tel contrat auprès de telle compagnie, et pour tel autre projet, ça peut être une autre. Le fait d'avoir plusieurs contrats d'assurance vie, c'est pas du tout quelque chose de problématique. Alors évidemment, il faut les suivre, mais là, le conseiller en gestion de patrimoine est aussi là pour aider le client par rapport à ça. Pour toi, ça marche, tu le pratiques comme ça aussi? Bien sûr, et puis on peut avoir des compagnies d'assurance ou des contrats qui ont des spécificités que d'autres n'ont pas. Ouais. Tu vois, on peut avoir un contrat où on a des titres vifs accessibles, c'est-à-dire des actions en direct, un contrat où on va avoir un fonds en euros avec peut-être un taux boosté, c'est-à-dire une offre commerciale pour les 2 prochaines années, etc. Donc on peut aller chercher finalement les bonnes idées, les optimisations aussi en ayant plusieurs compagnies. Et puis lorsqu'on est indépendant sur le plan capitalistique, autant en profiter. Hein. Oui, c'est un avantage. Effectivement, tu n'es pas tenu d'aller piocher dans une gamme produits limitée. On a cette liberté. Et ça, c'est un gros avantage. De notre métier et du caractère indépendant, d'aller chercher effectivement le meilleur du savoir-faire de chaque assureur, parce qu'effectivement un assureur peut pas être bon partout, en tout cas peut pas être excellent partout, donc le fait de composer, ça peut être intéressant. De la même façon, à côté de l'assurance vie, est-ce qu'il y a d'autres enveloppes que tu utilises en épargne retraite, sur d'autres types de placements, par exemple? Oui, alors effectivement, le plan d'épargne retraite, c'est une enveloppe à laquelle on s'est intéressé depuis sa création. Alors, on ne le propose pas à tous nos clients. En fait, on considère qu'il faut avoir un certain niveau d'imposition pour pouvoir optimiser le fonctionnement de l'enveloppe. Et en l'occurrence, pour ceux qui on le propose, à ceux qui ont une tranche d'impôt supérieure ou égale à 41%, donc tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire la dernière tranche dans laquelle les revenus les plus élevés sont imposés.
Alors voilà, bien sûr, on doit apporter une explication complète sur cette solution d'investissement qui est imposée à la sortie lorsqu'on sort à la retraite, qui va être bloquée, sauf cas particulier, mais qui va quand même être bloquée jusqu'à la retraite. Malgré tout, il y a quand même des avantages et ça peut être tout à fait complémentaire à l'assurance vie classique. Oui, ce qu'on dit parfois pour résumer un peu la chose, c'est que l'assurance vie a des avantages fiscaux plutôt à la sortie, l'imposition sur les plus-values ou l'imposition en cas de décès qui sont dans un cadre avantageux, et le plan d'épargne retraite, lui, il a plutôt un avantage fiscal à l'entrée, c'est-à-dire sur les versements qui deviennent déductibles du revenu imposable. Effectivement, le fait de combiner les deux, ça peut être... mais comme tu le dis, il faut que ce soit... faut que ça réponde à un projet, et puis il faut que ce soit adapté au client. Effectivement, un client qui est non imposable ou très faiblement imposé, l'effet avantageux sur le PER va pas être forcément visible. Donc, est-ce que la contrainte liée au PER n'est pas finalement une contrainte tout court qu'on impose et qui devient qui n'est pas un avantage dans la solution. Et c'est vrai que ce type de solution d'investissement, c'est intéressant de l'aborder avec les clients en fonction de leur situation, en fonction de leur fiscalité, en fonction de la projection de leur parcours professionnel. De manière générale, la fiscalité ou la préparation de la retraite, c'est des sujets peut-être classiques, mais très importants. Et on a beaucoup de valeur ajoutée à apporter à un client lorsqu'on évoque avec lui ces sujets de manière détaillée. Tu es aussi, alors au-delà de tes engagements, et en tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu as aussi la présidence de, aujourd'hui, 1% pour la planète France. C'est quoi les missions de cette entité? Comment ça se traduit? Est-ce que ça te permet de toucher d'autres industries, d'autres personnes? Alors, le 1% pour la planète, donc c'est une association, c'est même précisément un fonds de dotation en France, qui existe en France depuis une dizaine d'années, qui a pour objectif de rassembler des entreprises, des entrepreneurs altruistes, c'est-à-dire qui vont accepter de consacrer, donc de reverser, donc de donner 1% de leur chiffre d'affaires à du mécénat environnemental. Il faut savoir que le mécénat en faveur de l'environnement, c'est le parent pauvre de la philanthropie, puisqu'il représente moins de 10% des sommes octroyées chaque année. Donc chaque année, on a 9 à 10% des sommes qui sont fléchées vers des associations environnementales, alors qu'on sait très bien que les besoins sont évidemment immenses. Et donc le but du 1% pour la planète, c'est de rassembler ces entrepreneurs ces entreprises qui vont s'engager et de les aider à accompagner, à sélectionner des associations qui vont agir sur le terrain. Les associations, il y en a vraiment pour tous les goûts, sont rassemblées dans 7 grandes thématiques. Il va y avoir la protection de la forêt, la protection des océans, la biodiversité, le climat, etc. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et moi, ce qui m'intéresse dans ce collectif, c'est qu'il rassemble tout métier et tout type d'activité, et toute taille d'entreprise. Donc, ce qui est intéressant, c'est la diversité, de voir qu'on peut avoir de l'engagement dans tout type de métier. Donc, nous, on est membre depuis 2018, et j'ai le privilège d'être présidente depuis presque 3 ans de ce collectif. Donc, c'est un engagement absolument bénévole. Et l'objectif, encore une fois, c'est de continuer de faire grandir ce collectif parce que on en a besoin, parce que les associations qu'on soutient, elles en ont besoin. Et j'en profite au passage pour remercier, les cabinets en gestion de patrimoine et même les acteurs financiers qui ont rejoint le collectif 1% par l'intermédiaire de fonds. Je vais citer quelques exemples. Tu vois, on a par exemple le fonds Mandarine Global Transition, qui reverse donc 1% de ses frais de gestion via le 1% pour la planète, qui est donc labellisé, même si ce n'est pas formellement un label, mais en tout cas qui il suit la démarche de reverser 1%. Exactement. On a le fonds Sycomore Écosolutions. On a une gamme Rothschild, la gamme For Change également. On a une gamme
d'investissement responsable chez RS. Donc, on a plusieurs acteurs dans notre monde financier qui ont suivi cette démarche, et j'espère qu'il y en aura d'autres, parce que vraiment, on a besoin de faire grandir, encore une fois, cette philanthropie environnementale. Et donc, tout ça pour dire que lorsqu'on choisit un fonds d'investissement comme ceux que je viens de citer, en tant qu'épargnant, finalement, on va avoir une performance qui ne va pas être minorée. On va avoir la même performance qu'un fonds, qu'on pourrait l'avoir dans un autre fonds. En revanche, c'est la société de gestion qui choisit de moins gagner, qui va gagner 1% de moins, mais ce qui va permettre du mécénat indirect. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant d'avoir ce partage de la valeur, si on peut dire. Ça, et en tout cas, le fait d'avoir des sociétés de gestion qui acceptent de minorer leur rentabilité au profit d'associations environnementales, je trouve que là, on est absolument à l'antithèse, à l'opposé du greenwashing. On est vraiment dans l'engagement. Et à l'heure où on a des labels peut-être pas forcément lisibles, même s'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de toutes parts, voilà, 20% pour la planète, au moins, ça a l'avantage d'être lisible pour l'épargnant. Oui, c'est assez clair, effectivement, dans l'implication que ça a pour la société de gestion. Toi, tu as l'impression qu'on est plutôt au début de l'histoire sur l'industrie de la finance et de la gestion de patrimoine sur ces sujets-là. Oui, je le pense. On a un angle réglementaire qui n'est pas facile à appréhender. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire passer un petit message. Je pense que les conseillers en gestion de patrimoine auraient intérêt à passer la certification AMF Finance Durable, qui n'est pas obligatoire aujourd'hui, mais qui apporte ce socle de connaissances réglementaires qui me semble indispensable, qui me semble en tout cas la première marche indispensable pour se mettre à ces sujets de durabilité. Ensuite, ça ne suffit pas. C'est, à mon avis, nécessaire, mais pas suffisant. Je pense qu'il n'y a pas de secret. L'objectif pour s'intéresser après à ces sujets de finances durables ou d'investissement responsable, c'est de rencontrer les sociétés de gestion, de discuter avec elles finalement de leur manière d'appréhender ces sujets de durabilité, de soulever le capot pour essayer de comprendre, essayer de détecter finalement quels sont les engagements sérieux, comment ça fonctionne, et est-ce que finalement l'investissement dans leur solution va avoir réellement de l'impact ou pas. Et effectivement, on se rend compte sur des sujets de cet ordre-là, mais même sur des sujets où il y a de la technicité, etc., en s'appropriant le savoir-faire de la société de gestion, le conseiller en gestion de patrimoine va être le premier ambassadeur de ce qui va être proposé. Et si ça a une dimension vertueuse, durable, en connaissant le process de sélection. Il y a des sociétés de gestion qui ont des process de sélection maison pour dire, on va exclure tel type d'entreprise au regard de telle conviction d'investissement durable. C'est difficile d'expliquer aux clients concrètement ce que va faire le fonds si on ne connaît pas un petit peu, comme tu dis, on n'a pas levé le capot pour dire mais ça se passe comment à l'intérieur. Si c'est juste de regarder, globalement, ça a l'air d'investir plutôt dans ces secteurs-là, la performance n'est pas mauvaise et ils ont un label. Si on s'en arrête là, effectivement, la valeur ajoutée du conseil pour le client final, elle sera moins perçue, donc forcément, sera moins convaincant. Et j'en profite pour faire une autre publicité. Pour le guide qu'on a sorti, le guide absolument gratuit, qu'on a sorti pour les adhérents de la CNCGP, puisque je m'occupe de la commission durabilité que j'ai créée d'ailleurs à la CNCGP. Et donc, notre objectif, ça a été de partager cette connaissance pour faire monter en compétence les CGP qui souhaitent s'intéresser à ces sujets de durabilité. Et donc, on a publié un guide qui est ouvert à tous qui est accessible à tous pour faire monter en compétence les conseillers en gestion de patrimoine. Et puis effectivement, la CNCGP, qui est le syndicat de référence sur le marché des conseillers en gestion de patrimoine. Alors il y en a d'autres, on ne va pas se fâcher avec les autres, il y en a d'autres. Quand je dis de référence historiquement, mais en tout cas sur le sujet, je ne sais pas si c'est le seul à apporter autant, on va dire, de matière pour ses adhérents. Et c'est bien de le rendre concret à la fois par quelqu'un qui pratique, ce qui est ton cas, et aussi qui représente une partie de la profession sur ces sujets-là. Effectivement, tant qu'on n'en fait pas un sujet
qui devient aussi important que d'autres sujets qu'on doit traiter parce qu'il y a la réglementation, parce que il y a la concurrence sur le marché, etc. C'est difficile de le rendre automatique dans la manière dont on va présenter les choses aux clients. Et on voit bien alors nous, c'est un peu notre conviction, on voit bien qu'on est plutôt au début de l'histoire, mais qu'on a envie de contribuer à cette histoire. Donc, c'est un message, là aussi, le verre à moitié plein. Oui, absolument. Et puis le chemin de progrès, c'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment se dire qu'on peut démarrer petit. Avec une première brique, avec une compétence peut-être pas encore forcément approfondie, mais ce qui compte, encore une fois, c'est le chemin qu'on va pouvoir parcourir. Et moi, je suis convaincue que les clients sont assez indulgents, en fait, sur ces sujets de durabilité, parce qu'ils savent que nous, en tant que conseiller, que conseiller financier, on est simplement intermédiaire. Nous, on ne conçoit pas nos produits maison, donc on dépend de l'offre existante. Et donc, finalement, avoir encore une fois, ce cheminement, je pense que c'est intéressant. Et oui, moi, je pense qu'on est vraiment au début de l'histoire, à nous aussi, de faire en sorte de nous approprier un peu plus ces sujets pour que ça représente une partie non négligeable de nos activités. Et dans tes engagements, je dirais, la manière dont tu les vis au quotidien, comment ça t'anime dans le fait de dire, tiens, je me lève ce matin, je vais aller rencontrer mes clients, rencontrer mes collaborateurs. Comment tu portes le message? C'est quoi ton moteur pour dire... parce qu'il y a des journées, on a peut-être un peu moins d'énergie, c'est moins facile. Qu'est-ce qui te guide là-dedans au quotidien? Écoute, moi, ce qui me guide, c'est la confiance en l'humain. C'est-à-dire le fait, tu vois, de me lever le matin, de me dire, donc moi je fais pas beaucoup de télétravail, je devrais en faire un peu plus d'ailleurs, mais moi ce qui me motive, tu vois, c'est de me dire, aujourd'hui je vais rencontrer un client, je vais déjeuner avec un confrère, je vais avoir un rendez-vous avec un partenaire, voilà. Vraiment c'est ces échanges qui m'enrichissent, qui m'anime. Et on a vraiment tellement de chance dans notre métier de se dire qu'aucune journée ne ressemble à la veille ou au lendemain. Et donc, c'est vraiment l'humain, je pense, qui constitue la richesse et la passion dans le métier de CGP. C'est effectivement un métier de relationnel et de confiance, beaucoup, puisque les clients... il y a un relationnel qui se crée et une confiance qui se crée qui fait qu'au final, on va les accompagner. Tu connais très bien ce métier. C'est un métier avec une assez forte technicité. Et on aime bien, dans mon podcast Patrimoine, avoir la vision du métier de nos invités. Alors, tu nous as dit que tu étais tombée dans la marmite quand tu étais petite, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est même pas forcément très souvent le cas. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi ton point de vue et ton expérience là-dessus. C'est une matière avec de la technicité, mais toi, tu es quelqu'un qui prône la simplicité. Alors, je trouve ça hyper intéressant, parce que c'est comme ça qu'on touche le grand public. Comment ça se traduit au quotidien avec tes clients, par exemple? Alors, je pense que ça se traduit déjà avec beaucoup d'humilité. Tu vois, c'est-à-dire accepter, tu vois, quand on n'est pas sûr d'avoir la réponse à une question, ne pas essayer de bricoler une réponse, mais dire finalement qu'on va revenir dans un second temps auprès du client avec une recherche un peu plus approfondie. Je pense que, même aujourd'hui, ça m'arrive vraiment tous les jours. Donc, je pense aborder le métier avec humilité, ça me semble important. Et oui, c'est vrai que je suis une adepte des solutions de manière générale simples qui, généralement, sont assez efficaces. Je pense qu'il faut essayer aussi, tu vois, d'apporter de la pédagogie. C'est-à-dire que la simplicité, c'est déjà essayer d'expliquer aux clients de quoi on parle, éviter les acronymes, tu vois, éviter le jargon qu'on peut avoir en tant que financier. Donc, parler simplement, essayer d'expliquer les choses. Et moi, je suis convaincue que ce n'est pas parce qu'on explique les choses simplement qu'on ne connaît pas bien la matière. Au contraire, je pense que c'est pas simple à faire, finalement, justement, de simplifier, d'apporter beaucoup de pédagogie. Donc, oui, je pense qu'essayer d'avoir un vocabulaire lisible, simple, et puis s'entourer aussi, bien sûr,
lorsqu'on n'a pas la réponse, ne pas hésiter à travailler en interprofessionnalité, avec d'autres évidemment. Professionnels. Exactement, travailler. Notaire, expert-comptable. Ouais. Et effectivement, si on veut toucher le grand public, c'est effectivement pas avec le jargon qui va plutôt mettre un rideau ou une technicité qui laisserait penser qu'on détient un savoir et qu'on se situe au-dessus des clients. Effectivement, ça embarque beaucoup moins. Après, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça fonctionne? Peut-être, mais effectivement, toi, ta vision du métier, c'est plutôt de le rendre accessible. Oui. En pédagogie, par exemple, toi, tu as une démarche particulière avec les clients ou ton équipe ou sur la manière de mettre à disposition l'information? Parce qu'on est une profession très réglementée, et c'est très bien, parce qu'il faut fixer un cadre. Mais la réglementation alourdit énormément le discours en termes d'information. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à devoir ensevelir les clients sous des tonnes d'informations. Toi, il y a des choses que tu mets en avant davantage pour clarifier le discours ou qui te permettent, toi, de toucher les clients de manière plus dans la simplicité, encore une fois? Ça passe nécessairement par ce qu'on va expliquer à l'occasion d'un rendez-vous, en fait, à l'occasion des rendez-vous avec le client, c'est-à-dire comment je vulgarise finalement, comment en tant que conseiller, je peux vulgariser le rapport écrit qui peut être dense et qui peut comporter un grand nombre d'informations. Donc, comment je fais un résumé, comment j'explique simplement. On revient à l'humain, ça passe vraiment par la pédagogie, et donc dans l'échange en rendez-vous. Oui. D'accord. Et d'ailleurs, entre le moment où tu as démarré dans le métier et aujourd'hui, est-ce que tu vois que les centres d'intérêt ou les enjeux patrimoniaux pour le client ont changé ou au contraire, il y a des choses qui restent immuables? Écoute, c'est vrai qu'à part la durabilité, qui est quand même un sujet nouveau, finalement, les problématiques patrimoniales, les objectifs patrimoniaux restent les mêmes. Alors, il y a évidemment, on essaie de faire de sur-mesure à chaque fois, mais malgré tout, il y a quand même des grandes tendances, des grands sujets qu'on retrouve très souvent. On les a cités, préparation de la retraite, protection de la famille, protection du conjoint, préparation des études des enfants, revenus complémentaires, optimiser son patrimoine, sa fiscalité. Vraiment, je pense qu'effectivement, ces sujets-là, moi, je les abordais déjà il y a 20 ans. Les fondamentaux de la gestion de patrimoine sont toujours là. Peut-être que la manière d'y répondre et de décliner les solutions sont un peu différentes ou évoluent avec leur temps, heureusement d'ailleurs. D'ailleurs, les usages, les attentes des clients ne sont pas forcément les mêmes. Peut-être qu'il y a 20 ans, un client acceptait de dire si j'ai besoin d'une information, je vais solliciter mon conseiller en gestion de patrimoine, alors qu'aujourd'hui, il dit si j'ai besoin d'une information, je veux l'avoir sur mon mobile en un clic. C'est ça, dans la pratique, les outils nous permettent de le proposer aux clients. Est-ce que par rapport à ça, d'ailleurs, dans les produits ou dans les services qui sont proposés aux clients ou bien qui te sont proposés à toi pour ton cabinet, est-ce qu'il y a des choses que tu attends où tu te dis, tiens, là-dessus... Il y a encore du chemin à faire là aussi et des attentes qui ne sont pas comblées aujourd'hui par ce que proposent nos partenaires fournisseurs? Je dirais qu'il y a deux sujets qui tournent un peu autour de la même thématique. Le premier sujet, c'est la digitalisation. Tu vois, lorsqu'on a des contrats qui ont un certain nombre d'ancienneté où les opérations ne sont pas encore digitalisées, je trouve que c'est dommage. Et donc, demander à un client de nous retourner les documents de gestion par courrier, alors on a l'impression quand même que ça date d'un autre siècle, cette pratique. Bon, donc je pense que les opérations qui ne sont pas encore digitalisées, on a besoin qu'elles le soient. Tu vois, par exemple, pour un investissement ou une souscription pour un enfant mineur, c'est pas encore beaucoup digitalisé. Oui, ça reste très dossier papier. Et pourtant, c'est quand même des cas qu'on rencontre assez fréquemment. Bien sûr. Voilà, donc ça c'est donc le premier point. Donc encore, j'aimerais encore plus de digitalisation. Et puis un sujet de demain, d'aujourd'hui et de demain, certainement un peu plus d'intelligence artificielle. Tu vois, il commence à y avoir des formations sur comment le gestionnaire de patrimoine peut intégrer l'intelligence artificielle. Je trouve que c'est intéressant parce que, évidemment, on sait très bien que ça ne remplacera pas le rendez-vous face à face d'écoute de notre client. Le relationnel reste connecté à l'humain. Oui. Mais si on peut gagner un peu de temps pour les tâches les moins intéressantes, notamment administratives,
je pense que ça aurait beaucoup de sens. Oui. Donc, à notre échelle de petites structures, bien sûr, qu'on va essayer, qu'on essaye de prendre en main, de s'approprier cette intelligence artificielle. Mais je pense que nos partenaires, nos fournisseurs ont beaucoup plus les moyens que nous, vraiment, d'intégrer ces outils-là, cette technologie dans leurs outils et la mettre à notre service. Et ça, c'est un sujet, tu penses, c'est pas une question, hein, c'est plutôt, on est encore là aussi plutôt au début de l'histoire en intelligence artificielle. Est-ce que tu penses que par rapport aux enjeux de durabilité, le développement aujourd'hui qui est exponentiel sur l'intelligence artificielle et le côté un peu révolutionnaire que ça a dans les métiers de service, est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quelque chose un peu de contradictoire ou tout simplement difficile à mettre en œuvre, sachant qu'on est plutôt dans la prospective, puisqu'on ne sait pas trop ce que ça peut donner. Toi, ton intuition ou ta conviction par rapport à ça, ce serait quoi ? Forcément, il va se poser une problématique de manière générale d'emploi. Avec l'intelligence artificielle, on voit bien qu'il y a des emplois qui risquent d'être supprimés. D'ailleurs, ça commence. Donc, voilà, en termes de RSE, c'est-à-dire de responsabilité sociétale des entreprises, le fait de pouvoir maintenir des emplois, de pouvoir former des personnes, former des collaborateurs pour qu'elles puissent éventuellement changer de métier, évoluer. Ouais. Donc ça, c'est un enjeu absolument majeur dans nos sociétés occidentales. Aujourd'hui, je dirais c'est un peu embryonnaire dans nos métiers. On commence à peine à entrevoir finalement les utilisations de l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il faudra vraiment une grande vigilance au niveau des emplois. Et toi, tu commences à le faire aujourd'hui dans la vie de ton cabinet, de dire tiens, tel ou tel moteur d'intelligence artificielle, ça peut nous permettre de faire gagner un peu de temps sur des tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir se concentrer sur du relationnel client. Tu as déjà eu quelques exemples ou des expériences qui fonctionnent ? Tu vois, par exemple, ce matin, on était en train de réaliser notre contrôle annuel sur nos fournisseurs, sur nos partenaires. Et en fait, dans les tâches à réaliser, on doit vérifier la solvabilité de nos partenaires assureurs, leur solidité financière. On doit vérifier s'ils n'ont pas eu d'amende, si leur réputation n'a pas été entachée par une affaire quelconque. Là, on est passé par un moteur d'intelligence artificielle. Ça permet d'aller beaucoup plus vite qu'un simple moteur de recherche. Donc, c'est un micro exemple. Et donc, c'était la première fois qu'on le faisait. Et effectivement, c'est impressionnant d'efficacité. Ouais. Et je pense qu'on a vraiment, certainement, on en est là aussi qu'au début. Et intégrer cette source d'information et cette rapidité d'accès à l'information et surtout cette synthèse de l'information, je pense que ça pourra nous aider dans beaucoup de tâches. Après, ça ne remplacera pas notre cœur de métier, c'est-à-dire l'humain. Oui, effectivement, la dimension que tu évoquais tout à l'heure sur le fait de rencontrer, d'expliquer en rendez-vous. Alors, ça peut être très bien d'avoir une synthèse, un outil qui te facilite cet échange, mais effectivement, la confiance passe dans plutôt la manière, la proximité qui va se créer avec le client. Est-ce que tu vois par rapport à ça, plutôt dans le métier traditionnel des conseillers en gestion de patrimoine, des tendances qui se dégagent en termes de pratique et je dirais même en termes de concurrence sur le marché? On sait qu'il y a un mouvement un peu de concentration des petits, entre guillemets, des petits CGP historiques qui se font racheter leur cabinet par des plus gros acteurs. Est-ce que ça aussi, tu penses que ça va avoir une influence peut-être dans la manière de faire le métier, dans la manière dont évolue la relation avec les clients ? Alors moi, je suis convaincue d'abord qu'il y a de la place pour tout le monde et je suis très contente que tu me donnes la parole parce que je suis convaincue aussi que les cabinets de petite et moyenne taille ont leur place dans ce paysage, qu'il n'y a pas que les grandes structures. Et donc, en ce sens-là, je trouve que c'est important aussi de continuer d'avoir cette place
et de la garder, de se projeter avec une pérennité. C'est-à-dire que lorsqu'on n'a pas un fonds d'investissement dans son capital, ce qui est le cas de Bossan Conseil, de mon cabinet, je pense que ça change complètement la manière de voir les choses. C'est-à-dire l'objectif, c'est pas finalement de faire plaisir à un actionnaire qui va nous mettre la pression tous les mois pour avoir un reporting et pour avoir toujours plus de rentabilité. C'est pas ça l'objectif. Alors l'objectif, c'est bien sûr de faire vivre une équipe, évidemment, de faire tourner nos boutiques. Mais moi, je suis vraiment convaincue qu'il y a une place pour les acteurs qui devront être structurés, bien sûr structurés, qui devront respecter la réglementation, qui devront faire toutes les diligences nécessaires pour bien être dans le cadre. Mais vraiment, je suis convaincue qu'il y a une place pour les petits cabinets. Vraiment, je milite aussi pour qu'il y ait des cabinets qui restent indépendants sur le plan capitalistique et qui permettent à notre écosystème de rester dynamique. Et en fait, la finalité, c'est pas systématiquement de se dire je serai racheté par un fonds ou par un industriel qui est plus gros que moi. C'est pas ça la porte de sortie, même si effectivement, ça peut être une très belle réussite entrepreneuriale en disant j'ai cédé mon entreprise dans des très bonnes conditions. Toi, tu penses que dans le tissu du métier CGP, effectivement, cette classe intermédiaire en termes de taille, elle a des spécificités qui apportent absolument, aux clients. Et je pense qu'elle n'est pas assez visible. Et je pense quand même que nos médias que je respecte et avec lesquels j'ai beaucoup d'amitié, mais ne les mettent pas assez en lumière. D'accord. Donc oui, je suis ravie de pouvoir prendre la parole au nom des petits et des petits cabinets. Je pense que l'exercice du métier de manière qualitative n'est pas proportionnel à la taille et quelquefois même c'est peut-être un peu l'inverse. Je pense que quand on est un cabinet de petite taille, on peut très bien faire son métier, très bien s'occuper de ses clients et c'est pas une question de milliards sous encours. Non, tu peux être effectivement très bon dans la relation commerciale, avoir les bons outils pour cocher toutes les cases qui sont imposées par la réglementation. Et c'est vrai que c'est une contrainte. En tout cas, un cadre par définition, c'est une contrainte. Mais c'est pas. Il y a les outils. Tu l'évoquais tout à l'heure en plus avec les perspectives sur l'intelligence artificielle. On peut assumer la réglementation aujourd'hui avec les outils numériques qu'on a sans abandonner le conseil et donc en pouvant proposer de la valeur ajoutée à nos clients sur un temps long. Donc, ça, c'est aussi le verre plutôt à moitié plein. C'est plutôt bien. Non, bien sûr. Ok, c'est très clair sur ta vision du marché. Quand on travaille dans la gestion de patrimoine, est-ce qu'on tombe dedans quand on est petit? Est-ce que c'est une passion quand on est enfant? Moi, c'était pas le cas, mais peut-être que toi, tu as eu à un moment une lumière par rapport à ça. Comment ça t'est venu? Alors, c'est vrai que moi, je suis tombée dedans. Je suis tombée dans cette marmite, dans la marmite de la gestion de patrimoine très, très jeune, puisque après mon école de commerce, j'ai souhaité suivre une formation en gestion de patrimoine que j'ai suivie à l'ESCP. Et tu vois, on était la deuxième promo à l'époque. D'accord. Donc, c'était un métier qui était naissant. En tout cas, les formations, il y en avait quelques-unes, mais assez peu. Et en fait, dans ma promo, pour tout raconter, je devais choisir une alternance et j'ai choisi mon alternance dans un cabinet indépendant. J'étais la seule de ma promo à vouloir intégrer un cabinet indépendant. Donc, dès le départ, j'ai eu cette volonté d'indépendance. Dès le départ, ok. C'est comme ça que tu es rentrée dans le métier. Et ton premier contact avec la technique, parce que c'est quand même une technique, une méthodologie, et avec les clients, ça s'est fait tout de suite au sein du cabinet dans lequel tu étais intégrée? Oui, on peut les citer. J'étais chez Cyrus à l'époque. Donc une belle maison. Exactement, à l'époque, c'était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Et oui, en fait, j'ai eu la chance finalement qu'on me laisse faire. J'ai eu cette chance aussi d'être considérée comme crédible dès le début, ce qui n'est pas évident quand on est une toute jeune femme. Et finalement, ça m'a permis de démarrer et d'embrasser cette profession et de le faire avec une passion absolument intacte, peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées depuis. Ouais. Et alors, donc, tu as eu cette expérience qui a confirmé ton intérêt pour cette matière-là et effectivement toutes les facettes qu'elle recouvre.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, je vais monter mon cabinet de conseil en gestion de patrimoine? Alors après Cyrus, en fait, j'ai rejoint un autre cabinet indépendant. J'avais envie d'avoir une deuxième expérience. J'ai été salariée dans un cabinet qui a coulé. D'accord. Il n'y en a pas beaucoup. Et voilà. Et donc, à l'époque, c'est ce que j'ai vécu. J'étais associée, donc j'ai perdu toutes mes économies à l'époque. Et je me suis retrouvée à 29 ans, en ayant perdu toutes mes économies, avec notre fils aîné qui avait 3 mois. Et puis, on venait d'acheter notre résidence principale. Donc, on avait vraiment besoin de mon salaire. Et donc, dépôt de bilan du cabinet. Et donc, il y avait 2 solutions. Soit rechercher un job en tant que salarié, soit créer mon cabinet. Et c'est ce choix que j'ai fait et j'ai jamais regretté. Bah non, manifestement, c'est une chose qui se passe bien. Donc, super. Et ça te serait venu, tu penses, s'il n'y avait pas eu cet imprévu, cet accident de parcours qui n'était pas de ton fait? Peut-être pas, parce que j'étais associée, j'étais bien dans ce cabinet. Donc ça a été, oui, un événement finalement exogène, enfin externe, qui a déclenché l'entrepreneuriat. Et finalement, j'étais à ma place et je suis à ma place. Parce qu'aujourd'hui, ton cabinet, il a 22 ans. 22 ans, c'est ça. Et aujourd'hui, tu as combien de personnes qui sont au sein de ton cabinet qui t'accompagnent? Donc 6 salariés qui m'accompagnent, plus un associé à Lille. Très bien. Donc c'est super parce qu'effectivement, là, tu peux à la fois embrasser le métier de la gestion de patrimoine et aussi la vocation d'entrepreneur, parce que c'est plein de questions tous les jours, c'est plein de remises en question tous les jours. Donc, ça fait partie aussi des choses qu'on aime bien chez mon partenaire patrimoine, c'est de partager ça avec des confrères, des consoeurs. Oui. Et c'est vrai que lorsque ça fait autant d'années, finalement, que tu as monté ta structure, se pose la question, moi j'ai 52 ans aujourd'hui, je compte exercer ce métier encore un bon moment, malgré tout se pose la question de la suite, c'est-à-dire de quoi j'ai envie pour la suite, et la question de la transmission de l'entreprise se pose. Et moi j'ai beaucoup de chance, c'est que mon fils aîné se dirige vers ce métier. D'accord. Comment dire, je ne souhaite pas l'embaucher tout de suite. Je pense que c'est vraiment important qu'il ait son parcours professionnel. Ouais. Comme tu l'as eu toi, en fait. Exactement. Je pense que c'est vraiment important qu'il fasse ses armes, qu'il se forme, qu'il s'investisse ailleurs. Et peut-être que dans 10 ans, je ne sais pas, peut-être, j'espère, qu'il rejoindra Bossan Conseil pour s'imprégner et puis pour envisager une transmission à terme. Donc, je suis très heureuse de me positionner dans cet état d'esprit d'une entreprise, une petite entreprise familiale avec cette transmission en ligne de mire. Super. Et donc, tu es basée en région parisienne, c'est ça? Voilà, à Saint-Germain-en-Laye. Oui, très bien. Et tu as des clients uniquement sur la région ou un petit peu plus largement? Alors, donc, on a une filiale à Lille. À Lille, voilà. Bien sûr. Et de manière générale, je pense que maintenant, tous les cabinets de conseil en gestion de patrimoine peuvent exercer le métier à distance. Finalement, le Covid a changé beaucoup les choses. C'est-à-dire qu'on a la possibilité maintenant de faire des entretiens en visio. Alors, c'est peut-être pas aussi convivial qu'un rendez-vous en présentiel. Malgré tout, ça marche très bien. Donc, je pense qu'on a un peu moins cette régionalité, cet aspect géographique qu'on pouvait peut-être avoir il y a quelques années. Oui, ça, c'est une des évolutions du métier liée effectivement à tout l'équipement, période Covid, post-Covid. Dans le podcast, on accorde, tu le sais, une forte valeur au conseil. Les conseils qu'on peut recevoir aussi, qu'on peut donner à titre personnel ou professionnel. Alors là, ce qui nous intéresse, c'est plus au titre du métier que tu exerces. C'est quoi, toi, le conseil professionnel, le meilleur conseil professionnel que tu as donné dans ta carrière jusqu'à présent? Pourquoi et comment monter ton cabinet? D'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois que des amis ou des connaissances sont venus me voir en disant « j'hésite à monter mon cabinet » ou alors « si je le fais, je ne sais pas comment faire », à chaque fois que j'ai passé du temps pour expliquer déjà pourquoi et puis comment, finalement, ça s'est bien passé. Et ça a été une grande joie pour moi de voir d'autres personnes rejoindre les rangs des conseillers indépendants. D'accord. Donc, en venant un peu challenger l'idée, finalement, pourquoi tu fais ça? Ça a conforté, ça a confirmé cette conviction. D'accord. Oui.
Ok. On va dire en miroir, c'est quoi le conseil professionnel que tu as reçu qui t'a le plus marqué jusqu'à présent dans ta carrière et ton parcours? Alors, il y en a beaucoup parce que moi, j'écoute. J'essaye d'écouter et donc j'ai régulièrement des bons conseils que je m'approprie. Peut-être le fait d'avoir appelé mon cabinet avec mon nom de famille. D'accord. Parce que finalement, c'est un moyen d'assumer ma responsabilité, de mettre en avant un côté peut-être un peu familial, qui est finalement le modèle que je défends, c'est-à-dire celui de la petite entreprise à taille familiale, à taille humaine. Donc peut-être ce conseil d'avoir appelé mon entreprise comme mon nom de famille, Bossan Conseil. Ouais, ça paraît tout simple, mais effectivement, ça personnifie, et même en termes de relations clients, quand on t'identifie, Pascal, et qu'on voit le nom de ton cabinet, c'est vrai que ça fait le lien tout de suite. Ok, écoute, merci pour ta participation au podcast, mon podcast Patrimoine. C'est toujours un plaisir d'avoir des professionnels du métier expérimentés qui viennent expliquer la manière dont ils voient le marché, leur parcours. Donc, on vous donne rendez-vous pour un prochain podcast sur un autre sujet qui touche à la gestion de patrimoine et au placement financier. Et merci encore, Pascal. Merci beaucoup. À bientôt.